Bonjour à tous, merci d'être là pour ce dernier webinaire ConnectWave de l'année 2021. Voilà, donc nous aurons un sujet qui est particulièrement apprécié. On a déjà fait une intervention sur ce thème en tout début d'année, en avril, je crois, de cette année. Et là, on voulait en faire un second compte tenu de son succès. Alors, voilà, pour ce qui concerne les auditeurs et présents, merci d'envoyer un petit message pour dire si vous entendez bien, si vous voyez bien, si tout se passe bien, en gros. Hein, cela nous rassurera. Et surtout, Mélanie, qui est derrière aux manettes. Voilà, donc on va avoir trois intervenants qui sont les sociétés EthiqueWest, Checkpoint et SML RFID. Et on devrait couvrir l'heure qui vient avec ces trois présentations. Et je vous invite aussi à poser vos questions à travers l'onglet QAR, questions et réponses en bas de Zoom, là, quand vous déplacez la souris. Et on traitera ces réponses en fin de toutes les présentations. Et puis, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de suivre ces extraordinaires webinaires de ConnectWave, sachez qu'il vous sera renvoyé un lien vers notre canal YouTube, pardon, et que ces webinaires seront disponibles et accessibles à tout moment si vous souhaitez les revoir ou les faire revoir par vos partenaires ou collègues. Voilà. Écoutez, sans plus attendre, je donne tout de suite la parole à Christophe Turmel de la société EthiqueWest qui se présentera et qui va nous parler du retail et du métier d'EthiqueWest. Bonjour à tous. Je vais vous parler effectivement d'EthiqueWest. Je commence par partager du coup mon écran. Hop, j'espère que c'est bon, que tout le monde voit bien. Parfait. Super, merci. Donc EthiqueWest. Donc je vais faire une petite présentation effectivement de l'entreprise. On va rester assez large hein, malgré tout aujourd'hui. Ceux qui le souhaitent, on pourra poursuivre effectivement les échanges. Vous avez mes coordonnées effectivement qui sont présents ici. Donc je vais tout d'abord vous présenter très brièvement donc qui est EthiqueWest, ce qu'on fait. Ensuite un petit focus malgré tout pour se remettre dans le scénario. Alors je présume que parmi ceux qui regardent, effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui sont parfaitement au fait des technologies RFID. C'est un petit rappel. Mais il y a peut-être effectivement aussi des personnes un peu plus novices. Et quelques présentations de cas d'usage sur lesquels on a pu travailler dans le domaine du retail. Alors, EthiqueWest, pour faire simple, nous, on est concepteur, fabricant d'étiquettes. On est une PME, donc 40 personnes. On va faire tout ce qui est étiquette blanche, imprimée, ce qui vous parle à tous, ce que vous allez côtoyer dans votre quotidien. On réalise tout ce qui est système d'ouverture-fermeture pour emballage. Donc, c'est le petit paquet de gâteaux là qu'on peut voir qui s'ouvre, qui se referme. On va réaliser des produits qui sont un peu plus spécifiques, comme des isolateurs de piles, des mousses découpées, par exemple, pour aller sur un smartphone, des pièces de protection OSD. Enfin, il y a énormément de produits divers dans ce domaine-là. Et le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, évidemment, tout ce qui est fabrication d'étiquettes RFID. Alors, très brièvement, donc, on est basé, nous, en France, en Vendée. On a donc un seul site de production. Donc, on est dans une région magnifique, hein, comme vous pouvez le voir. Nos portes sont ouvertes, évidemment, à tout le monde pour venir visiter. On va faire, bien entendu, de l'impression traditionnelle, de l'impression numérique, pour s'adapter au final aux différents marchés qu'on va pouvoir travailler. Et évidemment, tout ce qui est transformation RFID.
Donc dans ce cadre-là, on va trouver tout un panel de produits qui est extrêmement varié. On a plusieurs machines spéciales pour réaliser ça. Ça ne se fait pas n'importe comment. Voilà, il y a des entreprises qui sont faites pour ça. Toutes les opérations de contrôle associées, bien entendu, pour assurer la qualité des produits, la traçabilité. Et puis, les services associés quand il y en a besoin. Voilà pour faire très rapidement sur EthiqueWest. Alors, j'embraye direct sur la RFID. J'ai enlevé des choses qui sont pour moi pas forcément utiles aujourd'hui, comme la HF en 1356, le protocole 15693 pour ceux qui sont férus de ça, tout ce qui est basse fréquence et tout ce qui est SHF également, pour faire un focus RFID, mais plutôt retail malgré tout. Alors, tout départ, c'est quand même de se dire c'est quoi, qu'est-ce que va être la comparaison, etc., etc. Alors, juste pour rappel très très bref, la RFID, c'est une communication par radiofréquence. Ce n'est pas de l'optique. On va avoir un lecteur qui envoie une onde et on a en face un tag qui répond avec de la donnée. Alors, ici, je vous présente effectivement plusieurs technos, le code barre, ce qu'on appelle l'UHF, 868 MHz. Vous pouvez voir aussi de temps en temps du RAIN RFID ou des choses similaires. Et on va parler aussi de l'AHF, ce qu'on peut entendre aussi régulièrement, l'ANFC, donc Near Field Communication. La question que tout le monde se pose souvent au départ, c'est oui, mais combien que ça va me coûter? Donc, on débraye tout de suite le sujet. Bah oui, une étiquette code barre, ça ne coûte pas grand-chose. L'UHF, déjà, c'est juste incomparable, c'est beaucoup plus. Et lorsqu'on va faire de la NFC, c'est encore bien autre chose. Les ordres de grandeur de prix vont être extrêmement différents en fonction des quantités, en fonction des technologies qui sont employées, etc. etc. Les infos qu'on retrouve sur un code barre. Classiquement, une impression, vous avez des codes qui sont standardisés par des normes. Donc là, par exemple, il y a code EAN. Voilà. On va retrouver la même chose lorsqu'on fait de l'UHF. Ça s'appelle juste différemment. C'est un code EPC, mais on a bien l'information du produit. Donc, basculer d'une techno à une autre ne veut pas dire attention, on ne va pas s'en sortir, on va perdre de l'info. Pas du tout, on conserve de l'information. À savoir que quand on réalise une étiquette UHF, bien entendu, on peut avoir le code barre qui est aussi sur notre étiquette. Et ensuite, la NFC, donc, qui est un petit peu différent, où on va retrouver des informations plutôt enrichies, comme du texte, des URL, des contacts. Dans le cas d'un code barre, c'est de la lecture très simple. Tout le monde sait ce que fait un code barre. Dans le cas de la RFID, on va pouvoir lire, évidemment, la donnée, mais on va pouvoir également écrire de l'information sur la puce. Ça peut être utile. Et dans le cas de la NFC, ça va permettre aussi d'avoir des processus d'authentification de produits. Juste pour rappel, la carte bancaire sans contact, c'est de la NFC. Donc, il est bien qu'il y ait une notion quand même de sécurisation et d'authentification. En termes de moyens de lecture, code barre, vous avez simplement un lecteur optique, qui peut être fixe, qui peut être mobile. Dans le cas de l'UHF, c'est exactement pareil, sauf que c'est un lecteur radiofréquence. Et dans le cas de la NFC, c'est exactement pareil là encore, sauf que ça s'ouvre au smartphone et donc au grand public. Et c'est tout l'intérêt effectivement de cette technologie. Lorsqu'on fait de la lecture de code barre, c'est unitaire, on les lit un par un. On n'est évidemment pas à l'abri de rater une lecture de code barre. Lorsqu'on est en UHF, c'est tout l'intérêt de la technologie, c'est tout ce que vous avez pu peut-être déjà côtoyer dans votre quotidien en allant dans des magasins d'habillement, de sport ou quoi que ce soit. La lecture UHF peut se faire en masse. Donc, plusieurs articles, par exemple, vous avez une dizaine d'articles qui sont dans un carton, eh bien, on peut savoir ce qu'il y a dans ce carton en appuyant une seule fois sur la gâchette du lecteur ou même sur des lecteurs fixes. On sait exactement combien il y a de produits dans le carton et quels sont leurs codes uniques sur chacun des produits. Sans visibilité, c'est dans le carton.
Dans le cas de la NFC, et donc là, il ne faut vraiment pas mélanger, on est sur de la lecture qui est unitaire et vraiment en proximité. Gardez vraiment l'exemple de la carte bancaire, c'est extrêmement facile à capter. Vous approchez votre smartphone et c'est un protocole qui est fait pour de la lecture de proximité. Quelles peuvent être les difficultés techniques malgré tout sur chacune des technologies? Lorsqu'on est en code barre, vous n'avez pas le choix, il faut que vous ayez contact visuel. Ce contact visuel, il n'est pas forcément toujours évident et il faut le conserver. Il y a certaines applications où ce n'est pas forcément simple. Dans le cas de la radiofréquence, on n'a pas forcément la problématique du visuel, on va avoir des problématiques qui sont liées aux ondes radio. Donc, quels vont être les éléments perturbateurs des ondes radio? C'est le milieu, et très souvent, ça va être effectivement tout ce qui est liquide et tout ce qui est métaux. Il y a des solutions, bien entendu, mais les performances sont dégradées. Alors, les usages génériques sur les différentes technologies, donc c'est ce que j'ai pu écrire ici. Donc, évidemment, le suivi logistique, l'inventaire, l'encaissement, tout ce qui est fait habituellement sur du code barre. Lorsqu'on bascule sur du l'UHF, on va conserver évidemment ces usages. Ce qui est intéressant également, il y a des acteurs qui sont très bien positionnés dans ce secteur-là, c'est que ces technologies vous permettent aussi de faire la fonction anti-vol. Donc sans avoir nécessairement besoin de venir rajouter encore un anti-vol. Lorsqu'on est en NFC, là, c'est encore un autre monde. On va venir créer du lien pour avoir, je dirais, une interface consommateur. Et donc, c'est un petit peu différent. Alors, les intérêts. L'intérêt du code barre, mine de rien, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas encore de code barre, tout simplement. Dans le domaine du magasin, il faut bien distinguer que vous avez des très gros magasins, des très grandes chaînes qui, évidemment, ont déjà fait le pas sur des solutions de code barre, ça c'est certain. Mais vous avez encore beaucoup d'établissements où ce n'est pas le cas. L'intérêt du code barre, c'est que c'est quand même ultra standardisé et c'est méga économique. Donc, c'est déjà la première étape à faire pour ceux qui n'ont rien, j'ai envie de dire. Ensuite, en UHF, tout à l'heure, je vous disais, on va faire de la lecture en masse sans forcément de contact visuel. Ça veut dire que dès lors qu'on va faire un inventaire, on va pouvoir lire des produits beaucoup plus rapidement, puisqu'on n'a pas à chercher le produit et on va avoir une exactitude forcément de nos lectures, contrairement au code barre. Toutes ces exactitudes, à la fois sur les inventaires, mais sur la mise à disposition des produits en magasin, vont avoir un impact qui vont être d'avoir toujours des produits, toute logique si c'est bien fait, à disposition pour la vente. Et enfin, ça va créer, bien entendu, pas mal de nouvelles applications, comme mentionné ici, mais je vous en parlerai juste derrière. Dans le cas de la NFC, le vrai intérêt, c'est d'avoir une traçabilité qui va pouvoir aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ça veut dire vraiment sur le produit fini, dans son usage. Alors évidemment, si on est sur du produit qui va tout de suite se jeter après achat, l'intérêt, il est un petit peu moindre. Mais si on a du produit qui est durable dans la distribution, c'est extrêmement intéressant de pouvoir avoir l'information pour éventuellement repasser commande, pour connaître l'origine des produits. Ça, c'est vraiment très bien. Ça va aussi permettre de lutter sur tout ce qui est l'anti-contrefaçon, la lutte du marché gris, notamment quand on a des entreprises qui font beaucoup d'exports ou des magasins un petit peu éparpillés sur l'ensemble de la planète. Des nouveaux services et puis des connexions aussi avec certains appareillages. Alors là, c'est un petit peu particulier, mais si on prend le cas d'une chaîne qui a créé un produit avec des consommables, ces consommables peuvent être authentifiés avec l'appareil. Donc, le magasin va avoir évidemment sa trace sur ses produits. Et je vous ai mis ici possibilité de combiner avec de la puce bifréquence. Et oui, parce que depuis pas mal d'années maintenant,
on peut avoir sur une même étiquette une puce, mais 2 circuits qui vont permettre d'avoir une communication à la fois en UHF et à la fois en NFC. Le super intérêt de ça, c'est qu'effectivement, vous vous retrouvez avec toute la fonction logistique qui est conservée, tout ce qu'on a pu voir avant, et toute la fonction orientée consommateur sur une seule étiquette et avec évidemment une information qui est commune. Donc sans rupture de chaîne, sans quoi. Alors, panel de produits chez EthiqueWest, une fois qu'on a vu que ça, évidemment, on va orienter les choses qu'on retrouve très régulièrement, c'est évidemment la distribution retail, on va en parler, mais après, c'est tout ce qui est traçabilité de contenants, énormément d'applications industrie, contrôle d'accès, stock. Et donc, ça va nous faire pas mal de produits divers et variés. Alors, premier cas d'usage, qui est un cas qui n'est pas nouveau, hein, clairement, mais qui est plutôt intéressant dans la compréhension de l'intérêt de la RFID, effectivement, c'est la bijouterie. Donc, la bijouterie, on a effectivement des bijoux qui sont petits. Il n'y a pas forcément toujours la place. On ne peut pas forcément mettre de code. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a encore beaucoup de bijouterie. Vous n'avez pas de code barre. Vous avez juste un numéro d'article et un prix. Or, vous voyez, tous ces petits articles-là, dans des vitrines, vous pouvez très rapidement vous retrouver avec des milliers et des milliers d'articles en magasin. Vous devez faire des inventaires très réguliers. Pourquoi? Parce que vous avez une valeur de stock qui est très importante. Donc, les écarts peuvent être avec des conséquences assez lourdes, on va dire. Vous pouvez avoir aussi des échanges entre plusieurs magasins. Ces échanges vont générer évidemment des écarts de stock. Et puis, je ne sais plus ce que je voulais dire. Et oui, et aussi, point de vue assurance, c'est super important dans le cas des bijouteries de faire des inventaires très réguliers. Voilà. C'est qu'il y a des vols en bijouterie et donc c'est un moyen aussi de se sécuriser. Quand on veut faire un inventaire en bijouterie, c'est super long. C'est très long. Vous n'avez pas de code barre ou s'il y en a un, c'est super compliqué à lire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que vous fassiez presque toute votre vitrine pour récupérer chaque numéro d'article. Donc, vous n'êtes pas à l'abri d'erreurs, donc galère. Donc ça fait partie des problématiques sur ce cas-là, et également les vols. Solution pour travailler, effectivement, c'est la petite étiquette qu'on voit tout en bas. Une étiquette exactement la même que ce qui était utilisé. Hein, d'ailleurs, on les voit refermés ici au niveau des articles, si ce n'est que ça embarque une antenne UHF RFID. Donc, la mise en place d'étiquettes RFID plus de terminaux mobiles, comme on peut le voir également à l'écran, va faire que vous équipez tous vos bijoux et ensuite, avec un simple lecteur, vous passez, et donc en l'espace de 2-3 secondes, vous avez fait tout l'inventaire d'une zone, en fait, dans votre vitrine. Donc, le gain, il est juste astronomique d'un point de vue inventaire, exactitude des stocks. Voilà, c'est vraiment top. Je parle de lecteurs fixes également, puisqu'il peut y avoir des vitrines où les lecteurs sont directement en dessous, je dirais le bois qui est en bas, et vous permet d'avoir tout le temps, en temps réel, en fait, ce qui est présent dans la vitrine. Pour lutter contre le vol, il y a des plateaux mobiles RFID qui existent, c'est-à-dire que vous prenez des bijoux en vitrine, vous les placez sur le plateau est équipé d'un lecteur RFID, donc il a détecté ce qui est arrivé sur le plateau, il sait exactement donc ce qui est sorti de la vitrine, et derrière, soit ça va retourner à la vitrine, soit ça va passer en encaissement. Ça va être extrêmement pratique pour un vendeur pour éviter justement de ne plus trop savoir finalement ce qu'il avait mis sur son plateau. Est-ce qu'il avait mis 3-4 bijoux ou pas? Il ne peut pas savoir autrement parce que et c'est dans ces cas-là que les vols peuvent opérer. Donc c'est extrêmement pratique. Christophe? Oui. Je peux te demander d'accélérer un petit peu? Ouais. Merci.
Merci, mais merci à toi. Deuxième cas, effectivement, luxe. Alors, luxe, produit à haute valeur ajoutée, là encore. Le cas présent, c'était de la perte de produits déjà avant que ça arrive en magasin, parce que voilà, sur tout au long de la chaîne, perte. Des stocks qui ne sont pas forcément exacts étant donné les rotations entre magasins, marché gris, contrefaçon et besoin de fidéliser. Donc là, deux solutions mises en place sur ces articles. Hein. On parle de vêtements, de parfums, de spiritueux. C'est d'abord tout ce qui est étiquette UHF pour la partie logistique. Ensuite, des tunnels de lecture pour valider tout ce qui part des entrepôts en automatique. Sur chaque point de transit, des entrepôts logistiques intermédiaires et sur les magasins, des terminaux mobiles pour valider effectivement ce qu'on reçoit et contrôler l'exactitude des stocks. Donc les stocks, ce n'est pas forcément la quantité de produits. J'ai un entendu, je voulais avoir le produit 1, j'ai bien mon produit 1 avec telle valeur. Ça, et ensuite, pour la partie marché gris contrefaçon, en plus dans les produits, des étiquettes NFC. Et dans certains cas, du tamper-proof ou de la bifréquence. Le tamper-proof, c'est ce qu'on peut voir ici. Ça permet de détecter si un article a été ouvert ou pas. C'est particulièrement intéressant lorsqu'on fait de la bouteille de vin ou de spiritueux. Et de la bifréquence, comme on peut le voir ici, extrêmement utile sur des applications de vêtements, de choses et d'autres. Évidemment, pour que ça marche, la mise en place de plateformes d'authentification de produits pour le lien avec le consommateur. Et enfin, le dernier cas d'usage que je souhaite présenter, c'est tout ce qui est produit, alors dit de restauration en magasin. Alors quand je parle de restauration en magasin, je parle des produits du midi. Donc sandwich, plat préparé, tout ce qui doit être consommé assez rapidement. La problématique, c'est stock, pas forcément bon. Des ruptures, parce que sinon, il faut qu'il y ait quelqu'un en permanence qui soit dans le magasin et qui regarde qu'est-ce qui vient d'être acheté. La gestion des DLC qui est complexe. Et l'attractivité des produits, parce qu'effectivement, vous avez fait toute votre vitrine, mise en rayon, etc., avec des produits, manque de bol, aujourd'hui il pleut, ou il fait super beau. Comment agir là-dessus? En tout cas, ce qui a été mis en place, c'est de l'étiquette UHF sur les produits standards et du micro-ondable quand ça doit passer au micro-ondes. C'est spécifique, c'est pour pas que ça brûle dans le micro-ondes. Des terminaux mobiles, là c'est plus pour les préparations, et ensuite des vitrines. Donc vitrines meubles en fonction du frais ou pas, équipées de lecteurs fixes dans le magasin. C'est un petit peu comme si vous ouvriez les frigos, les congélateurs, et vous avez du lecteur RFID qui sait en temps réel ce qu'il y a à l'intérieur de la vitrine. Tout ça, vous l'interfacez avec des statistiques, parce que vous avez la météo du jour, vous savez exactement ce qui part. Vous créez en fait votre base de données, ce qui fait que après, vous êtes capable d'anticiper, même le jour même, pendant la vente, ce qui est en train de se passer pour réadapter en permanence. Et l'intérêt, effectivement, dans ce cas-là, ça aussi de mettre des vitrines déportées sans avoir besoin de rentrer dans le magasin, en libre service avec encaissement. Donc voilà pour ma part. Après, il y a beaucoup d'autres cas d'usage dans le domaine du retail, hein. Des miroirs connectés, des transferts d'infos, service à la coupe. Vous avez de l'information de traçabilité et puis en fait, vous coupez, vous perdez toute la traça lorsqu'on donne les produits aux consommateurs. Donc là, c'est plus avec des produits NFC. Une grosse démarche en cours sur tout ce qui est contenant. Contenant pour les consignes liées au vrac. C'est vraiment en ce moment assez fort. À partir du moment où il y a des contenants, il y a une gestion de contenants, il y a donc perte de contenants, toute une chaîne logistique qui est en train de se monter en place. Voilà, gestion des retours, automatisation et de l'information. Voilà pour ma part sur les cas les plus courants vus, en tout cas de notre côté sur le domaine du retail. Merci à tous. Et voilà. Oui, merci Christophe. On a une question, mais je pense que tu y as un petit peu répondu. On en reparlera tout à l'heure. Merci Philippe.
Merci à toi. Je donne la parole immédiatement à Mathilde Liot de Checkpoint. Mathilde, c'est à toi. Bonjour à tous. Bonjour. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien notre écran? C'est parfait. Impeccable. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Mathilde de la société Checkpoint System. Donc, je vais rapidement présenter la société pour ceux qui connaissent peu ou pas encore Checkpoint. Donc, Checkpoint fait partie du groupe CCL Industries. Donc, nous sommes spécialisés dans tout ce qui est système EAS, donc de l'industrie au point de vente. C'est-à-dire qu'on va faire de l'étiquetage à la source, donc avec des étiquettes technologiques, donc avec de l'ARF, de la RFID, du NFC, etc. Et également les portiques de sécurité et accessoires anti-vol que vous pouvez trouver en magasin. Donc, on est présent dans 21 pays. Donc, nous avons des équipes d'ingénieurs et un département R&D qui va permettre d'adapter ces technologies EAS donc, qui sont disponibles sur le marché. Donc, je vous ai très bien expliqué notre confrère Christophe Turmel aux besoins qu'il y a sur le terrain donc, en retail. Donc, ce que l'on fait au niveau de notre expertise et nos investissements donc R&D nous a permis de développer donc, une nouvelle solution donc, qui va permettre l'optimisation des stocks et la réduction du gaspillage alimentaire donc, des produits frais en point de vente. Donc, cette solution, nous l'avons baptisée RF Fresh ID. Donc, et je pense que vous l'aurez compris, nous exploitons la technologie RFID afin d'optimiser le concept de PEPS, donc premier expiré, premier sorti. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter pourquoi et comment nous avons développé AirFresh ID. Donc, on a d'abord commencé par comprendre l'impact du gaspillage alimentaire sur le marché. Et ensuite, nous avons développé un équipement hardware couplé avec un logiciel de gestion Checkpoint RFID, le tout pour que ce soit adapté à une solution ou à la source, c'est-à-dire sur la ligne de production ou d'emballage, et qui est également adapté directement au magasin. Donc, et ensuite, nous avons donc analysé donc, les bénéfices de cette solution, ce que nous avons pu faire plusieurs POC donc, de notre solution complète. Donc, nous sommes partis d'un constat très simple. Donc, grâce à une étude Nielsen donc, sur l'impact du gaspillage alimentaire et de la gestion en point de vente des DLC, aujourd'hui, on a constaté que la majorité donc, des points de vente géraient l'approvisionnement et le contrôle des DLC avec un contrôle visuel. Le contrôle visuel, il va demander une assiduité et une rigueur très importante avec en plus une répétition de cette tâche donc, dans la journée afin de garantir la fraîcheur des produits frais en magasin pour le consommateur. Donc ensuite, ces informations, elles sont analysées et exploitées par les responsables rayons produits frais et les directeurs de magasins. Et nous avons constaté qu'environ la moitié des magasins utilisent un contrôle de stock, de gestion de stock automatisé. Cependant, ce contrôle, il est uniquement basé sur des données quantitatives. Vous n'avez pas accès en visuel direct, notamment à des informations qualitatives comme la DLC, le poids et le prix du produit. Qu'est-ce que va apporter la RFID donc, pour la gestion des produits frais et réduire le gaspillage alimentaire? Donc, grâce à un numéro unique, donc l'EPC ou le TID, ainsi qu'à la capacité de stocker une étiquette RFID, donc des informations donc, dedans, comme le poids, le prix, la DLC et toute autre information que vous souhaitez mettre, vous allez pouvoir améliorer la réduction des déchets en point de vente et vous assurer que vos produits sont conformes aux différentes lois concernant l'expiration du produit et la consommation sans risque. Mais également aussi, vous allez pouvoir réduire le temps passé sur les inventaires et la gestion des stocks, ce qui va du coup permettre à vos équipes d'apporter un service beaucoup plus qualitatif aux visiteurs.
Donc, notre solution RFresh ID, elle a été étudiée afin de s'adapter aux industriels et aux gestionnaires de points de vente. Donc, en effet, l'application de ce service, elle peut commencer directement sur la ligne de production ou d'emballage ou être également implantée directement en magasin dans le cas d'un service boucherie, poissonnerie, fromagerie ou traiteur à la coupe. Le RFresh ID se compose donc d'une partie hardware, donc avec des lecteurs RFID, de l'encodage RFID et elle utilise du coup à des cadences industrielles, mais également aussi au rythme et à la consommation que l'on peut constater en magasin. Donc, tout va commencer simplement par l'application d'une étiquette donc RFID sur la gamme de produits frais concernés, puis de l'ajout d'informations essentielles comme la gestion de la DLC dans cette étiquette. Donc, étiquette du coup qui est apposée à un seul produit. Donc, les produits sont ensuite livrés et transportés au magasin. Et donc, le magasin, de son côté, il va pouvoir réceptionner et qualifier du coup que la commande qu'il a passée correspond bien au bon nombre de produits et avoir une visualisation de ces informations comme la DLC et gérer du coup directement les produits en magasin. Ensuite, ces étiquettes, forcément, vont permettre une meilleure visibilité des PEPS et ainsi retirer et appliquer les offres promotionnelles afin d'éviter la gâche en magasin. Donc, pour cela, on parlait de hardware et d'étiquettes. Il faut qu'il y ait des étiquettes qui respectent les normes de contact alimentaire. Checkpoint System, nous, on certifie donc, pour nos étiquettes qui doivent être appliquées sur des produits alimentaires qu'il y a un contact conforme avec les aliments, donc il n'y aura pas de transfert de matière ou de matière de manière générale, mais également que ces étiquettes sont résistantes au micro-ondes. Que quand on achète un produit frais, parfois on peut le congeler et ensuite le décongeler quelques semaines ou jours après au micro-ondes. Et il ne faut pas qu'il y ait de risque pour le consommateur et le consommateur n'a pas à se préoccuper de ce type de risque et donc n'a pas à être surpris une fois arrivé chez lui. Donc, si on rentre un petit peu plus dans comment ça fonctionne au niveau de la ligne de production. Donc, les différentes étapes de l'exploitation d'une étiquette RFID sur les produits frais. Donc, c'est d'abord l'application sur la barquette d'une étiquette RFID et donc du coup d'un EPC et d'un TID unique. Donc, le produit, il est identifié grâce à son poids, à son prix et à sa DLC. C'est vous qui choisissez les informations qui sont à être encodées. Donc, ces informations, elles sont ensuite enregistrées grâce au logiciel RFID, parce que vous avez des antennes qui viennent lire les informations. Donc, et la RFID, elle vient pousser ces informations dans les étiquettes produits et les associer du coup au TID. Donc, du coup, vous avez une information précise associée à un TID ou un EPC et ce TID, il est collé du coup avec l'étiquette sur une barquette de viande dans ce cas-là. Et donc, ça rend votre produit unique avec des informations uniques. Donc, la dernière étape, donc, du coup, pour garantir la bonne lecture et la bonne intégration des informations, c'est qu'on vérifie du coup l'encodage et le bon fonctionnement de l'étiquette en sortie de production. Comme ça, une fois que ça part en magasin, on est sûr que toutes les étiquettes sont actives et encodées de la bonne manière. Qu'est-ce que vous allez pouvoir visualiser sur le logiciel RFID Checkpoint? Donc, vous allez donc pouvoir avoir accès à des informations pour la gestion de vos PEPs, c'est-à-dire l'état du réapprovisionnement, la liste des produits expirés ou sur le point d'expirer, le contrôle des articles à retirer de la vente, la justesse de vos volumes de commandes en produits frais et également la liste des articles reçus et encodés dans le cas où c'est directement le magasin de votre distributeur, votre chaîne de distribution qui appose directement les étiquettes à la source. Donc, pour rendre tout ça un petit peu plus clair, je vais vous présenter une vidéo et donc vous allez voir que c'est très facile d'utilisation.
Donc là, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, on est vraiment sur un contrôle visuel. Donc le contrôle visuel prend du temps. Et on n'est pas assuré d'avoir une précision des stocks. Donc, au niveau de la production, on va commencer donc, par implémenter l'étiquette. Donc là, on vient coller l'étiquette qui a déjà son EPC et son TID unique. Excusez-moi, la vidéo. Excusez. Bien que ça arrive. Donc, du coup, je reprends. Donc, sur la ligne de production, l'étiquette, elle est appliquée directement sur la barquette. Donc, l'idéal, bien sûr, c'est une pose automatique qui fait gagner du temps. Encore une fois, on est sur des étiquettes qui sont conformes au contact alimentaire et qui passent, du coup, au micro-ondes. Du coup, vous avez les petites antennes qui vont venir lire les TID, prendre les informations du produit et les inclure directement dans l'étiquette. Et là, comme vous voyez, avec un simple lecteur, en quelques secondes, vous avez tout le nombre de produits équipés d'étiquettes RFID qui vont constituer une commande. Ça vous permet d'avoir une justesse totale au niveau de la commande. En magasin, donc encore une fois avec des lecteurs RFID, vous allez pouvoir vérifier que vous avez le bon état de stock reçu par votre fournisseur. Donc, on va atteindre une précision de 99% au niveau de votre inventaire. Et le tout en quelques minutes. Et comme vous voyez, ça se lit très facilement. Et vous avez le détail de chaque produit avec toutes les informations qui auront été au préalable confirmées. Donc là, vous le voyez très bien donc, en surface de vente, juste en passant donc, du coup, ce lecteur RFID, vous allez pouvoir gérer les produits qui sont mis en vente et à disposition de vos clients. Là, on voit vraiment une comparaison entre les deux. Donc, vous allez avoir la visibilité sur vos stocks et vous allez donc pouvoir prendre des actions, notamment savoir quels sont les produits à mettre en avant parce que la DLC est la plus proche du jour. Et en plus de ça, vous allez pouvoir prendre des décisions de réassort efficaces qui conviennent au contexte et même gérer donc, les dates de péremption. Du coup, vous allez pouvoir mettre des campagnes de pub et des étiquettes promotionnelles qui vont permettre du coup d'expirer vos stocks le plus rapidement possible, tout en garantissant que le consommateur il a un produit apte à la consommation. Donc, pour résumer et un petit peu comprendre la stratégie que l'on souhaite mettre en place avec RFresh ID, donc RFresh ID va vraiment vous aider et vous accompagner dans la gestion et la vente de vos produits. Le temps gagné grâce à cette technologie, il va vous permettre de vous concentrer davantage sur l'expérience client et donc que votre personnel en magasin puisse vraiment répondre aux attentes et en même temps être également convaincu des produits qu'il vend. Donc, ce qui va vous permettre d'avoir à disposition le bon produit au bon prix et au bon endroit dans votre magasin. Donc, je vous remercie de votre attention et de votre temps et surtout, n'hésitez pas à nous contacter donc, par checkpoint.fr pour avoir plus d'informations ou voir un petit peu comment on peut aller plus loin avec vous sur ce produit. Bien, ben, merci beaucoup Mathilde. Très intéressante application. C'est la première fois que je la vois et je trouve qu'elle est complète et elle met bien en évidence l'intérêt d'utiliser la RFID avec tout l'environnement qui va bien dans une chaîne alimentaire de produits frais, ce qui me paraît être une application particulièrement intéressante. Bien, on reparlera des questions à la fin, comme je l'ai déjà dit. Encore merci Mathilde pour cette brillante présentation. Je donne maintenant la parole à Maxime Blanc de SML RFID pour terminer ce webinaire.
À toi, Maxime. Très bien. Ah, oui. C'est OK. Bonjour. Vous voyez bien mon écran? Parfait. Oui. Bonjour à tous. Donc, je suis Maxime Blanc. Je suis RFID Solution Business Developer pour l'Europe, pour SML et RFID. Alors, je vais vous parler aujourd'hui des applications de la RFID pour le retail et plus généralement le magasin connecté. Donc, pour vous présenter rapidement SML, ce que nous sommes, SML est un fournisseur global RFID qui propose en RFID d'une part des tags, ce qu'on appelle des tags, c'est-à-dire les étiquettes. SML est producteur de ses propres inlays RFID, dispose de sites de production à travers le monde, une vingtaine ou plus proche des usines de production, propose aussi des solutions pour pouvoir faire que les fabricants textiles puissent imprimer et encoder eux-mêmes leurs étiquettes. Donc ça, c'est, on va dire, la division étiquette RFID. Et SML est aussi un éditeur de logiciels RFID d'une solution qui s'appelle Clarity. Donc, SML est un acteur global qui est en possibilité de pouvoir proposer une offre globale qui intègre à la fois les étiquettes et aussi la partie logicielle. Alors, juste rapidement sur vraiment les tags RFID, ici, vous avez des exemples de différents types de conversion de tags, juste pour montrer que un inlay RFID, ça peut se placer sur différents supports, des étiquettes cartonnées, des stickers de différentes tailles. Ici, par exemple, ici, c'est une photo de différents types d'inlay. Ce qui est important ici, simplement, c'est d'avoir bien en tête que quand on parle d'étiquette RFID, il n'existe pas un modèle standard. Il existe des dizaines d'étiquettes RFID différentes, c'est-à-dire qui utilisent des puces différentes, qui utilisent des antennes qui sont de différentes tailles, et tout cela pour faire que l'étiquette soit adaptée à l'usage que le client final compte en faire. Donc ici, vous pouvez voir particulièrement, vous avez par exemple des étiquettes de très petite taille, comme celle-ci, qui peuvent être utilisées pour étiqueter des petits objets comme des bijoux. Vous avez des étiquettes ici de petite taille, tout en longueur, qui peuvent par exemple être utilisées pour étiqueter des produits cosmétiques, etc. Donc ici, simplement, ce qu'il faut retenir, c'est que une étiquette RFID, ce n'est pas quelque chose où il y a un modèle qui fait tout. Il existe des dizaines de modèles adaptés au cas d'usage, et SML dispose de ses propres équipes R&D pour justement travailler au design et à la construction d'inlay qui soit le plus adapté à l'usage. Deuxième partie, SML est aussi éditeur de logiciels. Alors, quand on parle de logiciel, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une plateforme qui inclut une partie dans le cloud, en l'occurrence hébergée dans le cloud Microsoft Azure. C'est des apps mobiles, que ce soit sur iOS ou sur des équipements Android, qui servent à utiliser la solution logicielle pour des lectures avec des lecteurs mobiles. Okay.
Et dernière partie, toute une partie de dashboard, de tableaux de bord et de tableaux de bord qui sont plus personnalisés, construits sur Power BI et qui permettent d'obtenir du reporting, d'exporter des données, etc. Donc, la solution Clarity, aujourd'hui, elle est déployée dans plus de 5000 magasins dans le monde. Ça représente des milliards de transactions en 2021. C'est chaque semaine, plus de 100 millions de pièces chaque semaine qui sont comptées en RFID. Juste pour vous donner une idée au niveau de la scalabilité de la solution, Clarity, c'est la solution qui est utilisée chez H&M dans l'ensemble de ses magasins dans le monde. C'est par exemple H&M qui réalise dans Clarity un inventaire complet dans plus de 1000 magasins, dans 18 pays, sur plusieurs fuseaux horaires, et qui, dans la même journée, va compter plus de 50 millions de pièces. C'est chez Tesco un inventaire complet qui est réalisé tous les lundis matins dans plus de 500 magasins. C'est 30 millions de pièces qui sont comptées en 2 heures. C'est plus de 1500 guns de lecture qui sont utilisés simultanément avec des pics à plus de 1000 tags lus par seconde. Donc ici, c'est juste pour donner une idée de la scalabilité, de la robustesse de la plateforme qui est aujourd'hui adaptée pour pouvoir réaliser de très, très nombreuses transactions et encaisser une charge avec des pics qui sont très élevés. Alors, pour vous parler des RFID dans le retail, et on va parler des RFID à l'article, juste très rapidement un rappel pour répondre à la question, mais finalement, la RFID, cette technologie, ça sert à quoi? Et souvent, il est mis en avant, c'est la justesse de stock. La RFID va permettre d'améliorer la justesse de stock. Ici, donc, juste une petite rappel sur, mais finalement, c'est quoi la justesse de stock? Puisque ce qu'on réalise, c'est que cette notion-là de justesse de stock, à l'article, sans RFID, elle est très difficilement calculable, ou du moins, elle est calculée différemment puisqu'elle est calculée au niveau global. Ici, juste un petit exemple avec une simple formule mathématique. Aujourd'hui, sans RFID, la justesse de stock, elle est calculée comment? Il y a un inventaire qui est fait, annuel, et puis on va sommer les quantités physiques, et on va les comparer aux quantités attendues informatiques, et on va calculer un pourcentage. Ce qu'on voit ici, c'est que lorsqu'elle est calculée de façon globale, eh bien, ça vient masquer les écarts qui peuvent être positifs ou négatifs et qui donc peuvent se compenser. Et en conséquence, on peut se retrouver dans une situation où, au global, la justesse de stock peut apparaître satisfaisante, alors qu'à l'article, elle l'est beaucoup moins. Comme ici, dans cet exemple, où on est à moins de 70% de justesse de stock à l'article. Donc, voilà, le point de départ de toute réflexion quant à mettre en place la RFID, c'est précisément de prendre en compte le problème de cette justesse de stock et de réaliser qu'elle a beaucoup d'impact business et que la RFID, en conséquence, permet d'y répondre. La logique étant de dire, sans RFID, le point de départ, c'est déjà que l'inventaire annuel, il n'est pas 100% fiable. L'inventaire annuel qui est réalisé en flashant des barcodes se cumule à ça que le stock il se dégrade mécaniquement de 3 à 4% par an du fait d'erreurs humaines, du vol, de problèmes logistiques, de problèmes IT. Donc, sauf que ces écarts-là, ils se cumulent mois après mois et ils ne sont pas détectés. C'est-à-dire, un article est volé dans un magasin,
bon, ben voilà, il est volé, il y a un écart de stock de fait. On ne s'en rend compte que le jour où qu'on compare l'écart et qu'on corrige le stock. Résultat, on se retrouve avec une justesse de stock à l'article qui se retrouve à 75-70% après plusieurs mois. La RFID, en quoi elle adresse ce problème? Elle permet de compter tout le stock d'un magasin en moins de 30 minutes, ou du moins dans une durée acceptable. Sur des très grands magasins qui ont 100 000, 150 000 pièces, il faut 1 heure, 1 heure et demie pour compter. En conséquence, il devient possible de compter très régulièrement, c'est-à-dire on voit des retailers, la norme étant ce qu'on voit le plus chez nos clients, c'est un comptage 1 fois par semaine, mais on a aussi des clients qui comptent plusieurs fois par semaine, voire certains qui comptent tous les jours. En conséquence, à chaque comptage, on compare le physique et l'attendu informatique, on fait éventuellement des recherches et ensuite on corrige le stock. Résultat, la justesse de stock se maintient à plus de 90%. Ouais. Ça, c'est le socle de tout projet RFID dans le retail. Ça va permettre de maintenir la justesse de stock à plus de 98%. Alors, maintenant, pour parler cas d'usage, ici, il y a beaucoup de choses sur ce schéma, mais finalement, qu'est-ce que ça met en avant? Ça met en avant qu'il existe énormément de cas d'usage de la RFID. Chacun de ces cas d'usage va venir contribuer à améliorer soit le chiffre d'affaires, faire plus de ventes, soit à améliorer l'expérience client et donc, on va dire, par voie de conséquence, éventuellement mieux fidéliser un client et donc plus de ventes aussi, soit à faire baisser des coûts. Donc, si ici, sur chacun d'eux, on pourrait passer 10 minutes à présenter exactement ce que ça permet de faire. Donc, ici, le temps est limité, donc je vais me focaliser sur 2 cas d'usage qui sont ceux qui sont, on va dire, entre guillemets, le plus dans l'actualité de ces 18 derniers mois, qui sont le Ship from Store et le Click and Collect. Alors, le Ship from Store, Click and Collect, ici, je mets juste 2 photos pour exprimer ce qui a été vécu par les retailers depuis la crise du Covid, il y a maintenant quasiment 2 ans. C'est d'une part l'explosion du Click and Collect, qui aujourd'hui, il n'y a pas un retailer dans le monde qui n'est pas tenté de mettre en place le Click and Collect pour pallier, pour continuer à faire du business alors que ces magasins étaient fermés. Donc, le Click and Collect a été mis en place souvent un petit peu en catastrophe, en mode il fallait mettre en place quelque chose en quelques semaines. Et cela a eu un certain nombre d'impacts opérationnels, on va en parler. Sur la photo de droite, ce que vous voyez, ça c'est tout récent. J'ai trouvé ça sur LinkedIn, un distributeur américain qui annonçait qu'il avait fait exploser son Ship from Store. Donc, le Ship from Store, c'est la capacité à pouvoir expédier des commandes e-commerce en utilisant le stock du magasin. Et donc là, on voit typiquement, on est dans un magasin et voilà des commandes Ship from Store qui ont été préparés par le magasin et prêts à être confiés au transporteur pour être livrés au client final. Donc, on voit ici que le Ship from Store a lui aussi été particulièrement
sollicité pour répondre aux problématiques de fermeture de magasins. Et donc, là-dedans, on se place dans une démarche vraiment plus globale qu'on voit chez tous les retailers, qui est d'aller vers un stock unifié, c'est-à-dire de passer d'un modèle où précédemment les commandes e-commerce étaient expédiées d'un entrepôt unique et avec un stock dédié aux commandes e-commerce, et de l'autre, est passé de ce modèle-là à un modèle où le stock du magasin, des magasins, est utilisé pour pouvoir servir des commandes e-commerce. Alors, la RFID, là-dedans, finalement, pour bien préciser ce que ça apporte et en quoi la RFID est une réponse. C'est-à-dire, d'une part, qu'est-ce qui a été constaté? C'est que sans RFID, faire du click and collect ou du ship from store, c'est que déjà, ça se heurte directement à la fiabilité du stock magasin. Donc, on en a parlé juste avant. La fiabilité du stock magasin, sans RFID, elle est médiocre. De fait, ça mène à faire qu'il y a certaines commandes click and collect ou ship from store qui se retrouvent tout bonnement à être annulées. Le client a passé commande et il lui est promis qu'il peut venir la même journée récupérer son article dans le magasin, et il arrive en magasin et là, le staff du magasin lui dit « Désolé, on ne l'a pas trouvé ». Soit ils ne l'ont pas trouvé parce que l'article n'est effectivement pas là, soit ils ne l'ont pas trouvé parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de temps pour le chercher. Et donc, ils ont cherché 5 minutes et puis ils ont fini par dire « on ne l'a pas trouvé ». Donc, ça, c'est déjà un gros problème. C'est des chiffres qui ne sont finalement pas très communiqués par les retailers, mais je peux vous dire que certains retailers en sont à annuler un pourcentage significatif de leurs commandes, 10, 15, 20%, parfois plus, à cause de ce problème. Le deuxième élément, alors ce problème, il est connu, bien évidemment. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que les retailers ont dit, on va mettre des seuils de sécurité. C'est-à-dire, typiquement, s'il y a moins de 2 pièces ou 3 pièces dans le magasin en question, tout simplement, on va le filtrer. On ne va pas le proposer sur le web, par sécurité. Mais ça mène à quoi? Ça mène qu'au final, il y a seule une partie du stock magasin qui se retrouve exposé sur le web. Et particulièrement, ça mène à faire que, on va dire, les queues de stock, c'est-à-dire lorsqu'il reste que 1 ou 2 articles, eh bien, il n'est pas exposé. Et donc, par définition, les chances de le vendre sont diminuées. Et donc, c'est un produit qui a beaucoup plus de chances à la fin de devoir être soldé pour pouvoir être liquidé. Le troisième élément qui a été vécu, c'est que les équipes magasins se retrouvent à réaliser toute la préparation de commandes à la main, c'est-à-dire que souvent les process qui ont été mis en place, c'était des process très manuels qui étaient le magasin reçoit un mail avec vous avez la référence 1, 2, 3, 4, 5, quantité 2, le client l'a réservé ou l'a même commandé, suivant les process en click and collect. Donc, veuillez le préparer. Voilà, le magasin, il reçoit ça, il reçoit un mail. Et donc, il part avec son papier dans le magasin pour chercher les produits. Et on imagine vite que c'est une tâche qui est extrêmement chronophage. Là, on parle pas de boutiques qui ont 2000 pièces dans 80 mètres carrés. On parle de boutiques qui parfois ont 50, 100 000 pièces sur 800, 1000 mètres carrés, parfois sur 2 étages, avec des réserves, etc. Donc, ça peut vite être très chronophage. Ce n'est pas très motivant comme tâche.
Et surtout, ça mobilise les équipes magasins sur des tâches que finalement, elles ne faisaient pas avant. Et lorsque le volume augmente, ça devient problématique. C'est-à-dire qu'un magasin qui a 5 commandes par jour à aller préparer, il va aller préparer. Sauf que lorsque ça explose et que ce 5 commandes par jour, il passe à 50, il passe à 100, il passe à 150, là, aller faire tout ça à la main, ça pose des problèmes très pratico-pratiques d'organisation d'équipe en magasin. Donc, ce que permet la RFID et un outil comme Clarity, d'une part, c'est d'adresser ces 3 problèmes et donc d'opérer le click and collect à ship from store de façon efficace. D'une part, la RFID, par des inventaires fréquents, permet de maintenir la fiabilité de stock à plus de 98%. Donc, mécaniquement, les annulations de commandes sont ramenées à proche de 0. Je rajouterai ici que elles sont ramenées à proche de 0 pour 2 raisons. C'est-à-dire que, oui, déjà, quand le stock il est exposé sur le web, il y a 98% de chances qu'effectivement l'article soit en magasin. Et après, il y a la deuxième problématique qui est de le trouver. Et là, la RFID et la solution Clarity dispose d'un mode de recherche, c'est-à-dire on peut utiliser un lecteur RFID mobile pour chercher un produit, ce qu'on appelle la fonction compteur GGR. C'est-à-dire avec un simple lecteur mobile, on va venir saisir une référence à chercher et avec un bip, au fur et à mesure qu'on s'approche de l'article, le bip va s'accélérer. Et donc, ça permet donc de faire aussi que les équipes en magasin sont équipées d'une solution qui leur permet de trouver le produit rapidement et de ne pas passer 20 minutes dans la réserve à monter, descendre l'escabeau pour trouver l'article qui finalement était à un endroit où il n'était pas attendu. Le deuxième élément qui est adressé, c'est cette problématique de stock de sécurité, de seuil de sécurité. Comme le stock est fiable, il n'y a plus besoin de mettre des seuils de sécurité pour se couvrir, puisque il devient possible d'exposer 100% du stock magasin, même la dernière pièce. Donc, elles sont exposées sur le web, ces dernières pièces, et donc elles sont vendues. Ou du moins, elles sont vendues plus tôt, et on n'est pas obligé d'attendre la fin de la saison, où on est obligé de les solder à moins 70 pour espérer les vendre. Donc, le troisième élément, voilà, j'en ai parlé, c'est sur cette partie de recherche produit. Et le fait que l'ensemble des process de recherche produit, de packing, de shipping sont gérés dans un seul outil qui est Clarity. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'outil Clarity dispose de fonctionnalités qui intègrent la totalité de ces gestes métiers jusqu'à la génération de l'étiquette transporteur qui va être placée sur le colis. Donc, c'est aussi une grande facilité de travail et une plus grande efficacité pour les équipes en magasin. Maxime? Voilà. Ah, tu vois, voilà, tu as devancé ma demande. Merci beaucoup, en tous les cas, pour cette présentation qui montre un bon exemple de l'intérêt de la RFID dans le retail. Et j'imagine qu'il pourrait y en avoir d'autres encore à présenter dans le retail et autour de Clarity. Bien, mais je vais quand même vous poser les 2 questions là qu'on a reçues
sur Zoom. La première, c'était une question pour EthiQuest, mais je pense que EthiQuest y avait répondu. C'est est-ce que vous faites des étiquettes qui embarquent à la fois la RFID et la NFC? Bon, je pense que Christophe peut répondre et rappeler qu'effectivement, il y a bien sûr, effectivement, c'était peut-être venu après, effectivement, on parle de puces en bifréquence. Donc, puce bifréquence, une puce et 2 antennes qui sont reliées, ce qui permet d'avoir le lien UHF et NFC. Ouais. Oui, alors juste une précision, on ne parle pas là d'étiquette avec 2 puces, une puce NFC à 13 méga-56 et une puce UHF à 868 MHz, ce qui fait que avec 2 mémoires séparées, 2 puces séparées, etc. Là, il s'agit d'une puce unique avec des données non redondantes et qui, en néanmoins, dispose de 2 canaux de communication, l'un UHF et l'autre NFC. C'est ça, hein? Oui. Je confirme. Voilà. OK, merci pour cette question. J'en ai une autre qui est… Alors, je vais la mettre après, cette question, parce que c'est la question piège. Ça va faire 30 ans qu'elle existe, mais on va essayer d'y répondre. Néanmoins, il y a 2 questions pour Maxime. Quel est l'ordre de prix pour des tags retail? Mais enfin, bon, ça c'est pour Maxime et pour EthiQuest, je suppose, mais bon. Et puis, y a-t-il des problèmes sur les distances de lecture entre la partie logistique et le magasin? Alors, je ne sais pas ce que cela peut signifier, mais peut-être que les distances de lecture entre la partie logistique et le magasin. Bon, je ne comprends pas bien la question, oui, honnêtement. Sauf si quelqu'un la comprend, Maxime, peut-être. Je pense que c'est une question sur la question des distances de lecture. Donc, moi, tel que je le comprends, c'est que dans la partie logistique, en clair, donc en entrepôt, ce qui est utilisé, c'est avant tout des lecteurs fixes, c'est-à-dire des tunnels, des portiques qui vont pouvoir… donc là, la distance de lecture, elle est de l'ordre de 1 mètre maximum. Il faut imaginer, on passe des colis, voire même des palettes entières sous un portique. Bon, donc, dans le magasin, l'essentiel des lectures sont réalisées par des lecteurs mobiles. Et donc là, la distance de lecture, puisque c'est souvent une question qui est posée, elle est de l'ordre d'une dizaine de mètres. Alors après, ça dépend du contexte. Est-ce qu'il y a des tablettes en métal? Est-ce qu'il y a des obstacles, etc. Bref, mais avec un lecteur mobile, la distance de lecture est de l'ordre d'une dizaine de mètres. On va dire entre 5 et 10, ce qui est bien suffisant dans un magasin. OK, merci. Si je peux me permettre pour compléter, il faut bien retenir quelque chose, c'est que la distance de lecture, c'est 2 facteurs, comme l'a présenté effectivement Maxime juste avant. Il y a la taille de l'antenne qui va permettre de déjà préétablir une distance, et ensuite il y a la puissance qui est dans le lecteur. Donc il y a des cas où on va être en recherche de produits, on va être en pleine puissance, effectivement au départ sur un entrepôt habillement, et il y a d'autres fois où pas du tout. On n'est pas du tout sur une phase de recherche de produits, et on rentre dans un autre mode où la puissance n'est plus du tout la même. Et donc on va pouvoir choisir effectivement à quelle distance on veut travailler. Tout à l'heure, on était sur la bijouterie, évidemment, que la bijoutier, il n'a pas envie de lire ses articles à 10 mètres. Sinon, c'est foireux. Par contre, effectivement, voilà, on va pouvoir adapter tout ça. OK. J'ai une question intéressante pour Mathilde Liot, que tu as vu peut-être passer, Mathilde. Hein, c'est
Est-ce que Checkpoint fait l'intégration de l'outil de pose d'étiquette que tu as montré sur la ligne de production, ou bien qui peut-on contacter, soit Checkpoint, soit toi, Mathilde, ou un intégrateur industriel qui fabrique ce genre de machine? Alors, effectivement, donc Checkpoint ne vend pas d'étiqueteuse ou de bras de pose directement sur ligne de production. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos bobines d'étiquette, elles sont adaptées à la plupart toutes les ustensiles de pose automatiques qu'il y a sur les lignes de prod. Donc, on ne vend pas les bras ou les étiqueteuses sur les lignes de production. En revanche, on a des contacts et dans le cas de la mise en place d'une solution, on vous accompagnera bien sûr et on vous aidera à trouver le bon fournisseur de ce type d'outil pour l'intégrer au projet de manière globale. Ok, merci Mathilde. Allez, je lance la dernière question à 1 000 €. Est-il envisageable de se passer de caisse en supermarché avec des caddies dits intelligents qui porteraient des antennes et qui liraient les tags des produits en permettant du coup aux clients d'aller directement à leur voiture pour décharger leurs courses? Effectivement, c'est quelque chose qui fait partie de vieux rêves dans le retail depuis 20 ans et qui est d'ailleurs adressé par toutes les initiatives de magasins sans caisse. La première étant celle d'Amazon Go depuis maintenant près de 5 ans, mais tout récemment, là, depuis 1 an, il y a eu de multiples initiatives similaires. Il y a encore le mois dernier, Carrefour qui a inauguré un magasin à Paris sans caisse. Donc, derrière tout ça, il y a différentes technologies. Donc, la RFID en fait partie, mais il faut savoir que jusqu'à présent, ce n'est pas la technologie qui a été utilisée dans ces magasins sans caisse. C'est-à-dire Amazon Go, ce n'est pas de la RFID, ce sont des caméras c'est de l'analyse vidéo avec derrière de l'intelligence artificielle, des algorithmes très poussés pour analyser les images qui sont captées par les caméras. C'est basé là-dessus. Ensuite, alors, est-ce qu'il est possible technologiquement de mettre en place un magasin sans caisse qui utilise la RFID? La réponse est oui. Qu'on mette les antennes en sortie et le client, il n'aurait qu'à passer sous un équivalent portique avec son caddie rempli ou qu'on mette les antennes sur le caddie lui-même et il lirait ce qu'il y a à l'intérieur du caddie. Technologiquement, évidemment, ça fonctionne. La grosse contrainte, elle est que pour que ça fonctionne, il faut que chacun des articles soit tagué. Et en conséquence, dans un supermarché avec une diversité de produits extrêmement large et un volume de produits, de centaines de milliers de produits par supermarché, sur lesquels il va falloir venir mettre une étiquette RFID. Donc, la contrainte, elle est là. C'est-à-dire qu'il faut bien répondre à la question qui achète les étiquettes RFID, qui les pose et qui paye pour tout ça. Aujourd'hui, il n'y a aucun supermarché qui a réussi à craquer cette équation qui est que de taguer tous les produits d'un supermarché avec une étiquette RFID sur chaque, le volume à taguer est tel que les coûts apparaissent encore prohibitifs. C'est pour ça que ça ne s'est pas encore fait. Mais mais technologiquement, ça pourrait tout à fait se faire, bien sûr. Et puis pour compléter, il ne faut pas oublier qu'un caddie qui a un lecteur, c'est un caddie qui doit être correctement caréné avec plusieurs lecteurs RFID pour que ça fonctionne, parce que évidemment, il y a le moment où en fait, on va lire au moment où on va mettre l'article, parce qu'après c'est mort, parce qu'on va se retrouver avec du métal, avec pas mal de choses, donc on ne pourra pas tout lire d'un coup.
il ne faut pas oublier que le caddie, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il ait de l'énergie embarquée, de la batterie, recharger des caddies. Et pour rejoindre Maxime, effectivement, l'équation aujourd'hui, elle est plus économique que technologique. Donc, il y a d'autres technologies plus intéressantes, effectivement. L'exemple de la caméra, il est excellent puisque typiquement, c'est un investissement de base fort, mais après, il n'y a plus de dépenses. En restant sur une techno RFID dans le cas d'un paquet de chips ou de quelque chose qui a une valeur très, 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 très faible, c'est super compliqué. Voilà. Oui, voilà. Effectivement. Ben, écoute, merci Christophe. Bien, eh ben, nous sommes arrivés au bout de ce webinaire fort intéressant, hein, au même titre que celui du mois d'avril. Donc, je rappelle à tous nos auditeurs que ce webinaire sera disponible, les trois présentations séparément seront disponibles sur le canal YouTube de ConnectWave. C'est Mélanie qui va nous préparer ça. Et vous pourrez y accéder en tapant ConnectWave sur l'onglet de recherche de YouTube. Et sinon, le lien sera aussi accessible sur notre site. Et voilà. Donc, merci infiniment à nos trois présentateurs, à Christophe Turmel, Mathilde Liot et Maxime Blanc. Si vous souhaitez recevoir les présentations de chacun des présentateurs, n'hésitez pas à les contacter, voire contacter Mélanie qui pourra vous donner leurs coordonnées. Bon. Voilà, donc nous arrivons à la fin de ce webinaire qui est le dernier de 2021. Donc il ne me reste plus qu'à vous remercier infiniment à la fois les présentateurs et le public d'avoir été présents tout au long de l'année sur tous nos webinaires. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fête de fin d'année et un joyeux Noël à tous. À très bientôt pour j'espère, de nouvelles sessions sur 2022. Bonne journée. Merci. Merci, excellente fin d'année à tout le monde et merci ConnectWave. Merci en tout cas. Merci à vous. Merci Mathilde.